c'est toi qui tiens à la... Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième Tech Days de l'année 2025 qui sera sur la thématique du crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, SICO, des leviers pour booster... Alors, si, des leviers financiers pour booster votre recherche et votre développement. Nous sommes aujourd'hui toutes les trois au sein de la Maison internationale de la recherche SHS Annie Ernaux pour vous accueillir sur cette thématique. Nous allons vous présenter en quelques points clés les Tech Days. Oh bah vas-y, allez, on va passer à toi, vas-y, Céline. Attends, moi je vais comme ça parce que je On va faire ça à trois voix. Du coup, les Tech Days, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un cycle d'événements qu'on a lancé En 2019. Ouais, en 2019 en collaboration avec l'université qui est drivée du coup sur cette thématique par CY Transfer, la communauté d'agglomération de Cergy et le CESE 95. Qui est le carrefour de l'enseignement supérieur et des entreprises, qui a été fondé il y a 30 ans en arrière. Voilà. Et l'objectif, en fait, de ces événements, c'est de créer du lien entre le monde académique et le monde socio-économique. Donc on organise, voilà, on a 4 grands objectifs. C'est du coup renforcer ces synergies pour apprendre à mieux se parler, soutenir le développement économique du territoire, construire un réseau. Donc voilà, l'idée c'est qu'il puisse y avoir des affaires qui se créent et du coup générer des partenariats. On organise en moyenne entre 2 et 4 événements par an en fonction des années. Donc là, on est au 28e Tech Days. Vas-y, je t'en prie. On est au 28e Tech Days, oui, on a à peu près... Alors, on a décidé de changer le format il y a maintenant un petit peu plus d'un an, parce qu'avant, on le faisait en petit déjeuner. Et c'est vrai que c'était quand même relativement compliqué de mobiliser les gens à 8h30 le matin. Donc, on a préféré basculer en mode plutôt after work, donc à partir de 17h30. En termes de participation, alors tout dépend un peu de la thématique, mais on est sur des jauges moyennes entre 50, 60 personnes. Le taux de satisfaction est relativement très bon, est bon. On est à 90% sur les retours. Vous allez, à l'issue de Tech Days, recevoir tous un sondage pour avoir vos retours. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos commentaires, parce que notre objectif, c'est de nous améliorer encore plus. Et comme on l'a dit tout à l'heure, donc on en fait à peu près 3 à 6 dans l'année, sachant qu'on a aussi pour vocation, aujourd'hui vous êtes sur l'agglomération de Cergy-Pontoise, mais d'être aussi sur d'autres agglomérations du territoire, parce que l'objectif, c'est vraiment de rayonner à l'échelle du Val d'Oise. Donc là, vous avez quelques données par rapport à nos événements, sachant que, comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes retransmis sur la plupart des plateformes. Merci à Sylvain Lechaton qui nous assure à chaque fois la captation d'une manière bénévole. Donc je vais pas vous reciter les chiffres, mais bon voilà. Notre objectif, c'est vraiment de réussir à mobiliser le monde économique et à venir le faire matcher avec ce monde académique et de voir la pluralité qu'on peut avoir sur notre territoire et comment des fois, à l'issue d'un Tech Days, des connexions vont pouvoir se faire, des projets pouvoir émerger, et c'est vraiment ce que nous souhaitons faire pour ce Tech Days. Donc là, vous avez le programme d'aujourd'hui qui est assez riche, avec d'abord le mot d'introduction par Monsieur Gilles Lecam, qui est vice-président de l'agglomération de Cergy-Pontoise, un fidèle des Tech Days, qui est très souvent présent. Et puis par la suite, je te laisse Céline annoncer notre première intervenante de choc. Donc qui est Marinella Candio Della Mora, j'espère que je n'ai pas fait d'impair, qui va du coup intervenir sur pourquoi faire de la recherche et surtout comment on peut s'assurer d'être bénéficiaire éligible du CIR, le crédit impôt recherche. Et ensuite, on va passer en mode un peu plus témoignage. Donc, on va avoir des entreprises qui ont bénéficié de cet instrument fiscal et qui vont nous expliquer un peu leur parcours sur comment ils ont réussi à mobiliser ce CIR et ce que ça leur a apporté. Donc, on aura l'intervention de 2 entreprises du département, à savoir ACS Instruments et ainsi que Bernard Contrôle, pardon.
j'allais dire Géraldine, mais non, c'est Bernard Contrôle, le nom de l'entreprise. Et pour conclure, alors on va laisser Léonore sur cette partie-là quand même. Donc pour conclure, vous découvrirez un peu en avant-première un outil de matching entre les entreprises et les laboratoires de recherche et plateformes technologiques. C'est un outil qui est développé dans le cadre du PUI CY Transfer. Et donc vous aurez l'opportunité de découvrir cet outil. Voilà, et on terminera. Et puis, bien évidemment, le petit cocktail où on remercie le PUI de participer avec le CESE sur ce cocktail qui va nous permettre aussi de pouvoir continuer les échanges et puis surtout faire les coordonnées pour voir ce que vous pourriez faire par la suite. En termes de... Alors, je ne sais pas la slide d'après, je pense que c'est sur les visuels, non, il n'y en a pas. Donc, on passe la parole à monsieur Gilles Lecam pour son petit mot de bienvenue. Ouais. Oui, bonjour à tous, ceux qui sont en présentiel et puis en distanciel. Bonjour et ceux qui reverront encore la vidéo plus tard, je leur dis rebonjour puisque c'est ainsi. Oui, alors c'est vrai qu'on a démarré en 2019, c'était cette expérience de Tech Days et la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, on a tout de suite cru à cette rencontre, à cet événement, puisqu'il permet de rencontrer différents acteurs du territoire, le monde académique, des étudiants, des chercheurs, des enseignants, et puis le monde de l'entreprise qui est important, ou des personnes qui ont une réflexion de créer elles-mêmes cette entreprise. Donc on a toujours trouvé un juste équilibre pour qu'il y ait des sujets qui puissent être intéressants dans l'intérêt de tout le monde, aussi bien l'entreprise que pour l'étudiant ou le chercheur. Et nous, le territoire, qu'est-ce qui nous intéresse dans cette rencontre-là? C'est de valoriser le territoire, de le faire connaître. Cergy-Pontoise, on le sait, c'est une communauté de personnes qui vivent à 220 000 personnes, c'est 13 000 entreprises, c'est 100 000 emplois, c'est un campus universitaire à peu près de 30 000 étudiants, il y a 10 ou 11 écoles d'ingénieurs et bien sûr l'université, et tout ceci fait une puissance d'attractivité très importante. Donc nous sommes tous favorables à voir développer ce type de réseau. Il est vrai que le matin, c'était pas mal, mais je ne participais pas au petit déjeuner parce que je m'en vais à chaque fois. Et le cocktail, je pars encore parce que je vais encore travailler ailleurs. En tous les cas, je vous souhaite une très belle soirée. Il y a des sujets très intéressants. Et puis, au plaisir pour ceux qui le souhaitent, plus tard, dans 10 ans ou dans 5 ans, vous retrouvez à la Turbine la pépinière, l'incubateur et puis l'hôtel d'entreprise pour y réaliser votre rêve qui vous passionne. Donc, moi, je serai encore là et j'espère qu'on sera ensemble. Merci à vous. Alors, Gilles, avant qu'on passe sur la première intervention, je sais que c'est peut-être l'un des derniers Tech Days qu'on va être amené à faire ensemble. Et je voulais marquer un peu le coup parce qu'on a quand même contribué sur beaucoup de projets au sein de l'agglomération et je tenais, et puis avec l'ensemble de l'équipe, laisser un petit cadeau. C'est trop gentil, ça. Merci, merci à Sylvain, tu coupes, Sylvain. Alors, je crois que tu as des origines plutôt bretonnes. Ouais, c'est ça. Et demain, je vais à Perros Direct voir comment ma construction se passe bien. Voilà. On sait tout. Donc, tu m'en voudras pas, mais j'étais au stade de l'Anier. Je t'ai ramené. T'es trop gentil. Fatima, ça me touche énormément. Normal, merci à toi. Merci. Trop gentil. Voilà. Bon, eh ben, je vais revenir rien que pour ça. Non, il n'y aura pas d'autres cadeaux. Non, d'accord. Allez, merci à tous et très belle soirée. Au revoir. Merci, Gilles. Alors, je vous propose, on va rentrer dans le vif du sujet. Et pour ce faire, donc, notre introduction qui va être faite par Marie-Léna, qui va pouvoir nous donner vraiment tout ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire pour pouvoir être éligible au crédit impôt recherche. Donc on va l'équiper pour la partie micro et puis on va enchaîner sur la présentation. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être parmi vous pour vous donner les codes pour bien réussir à obtenir. Très bien.
Peut-être parmi vous, certains en ont bénéficié, et peut-être d'autres qui ont envie de pouvoir entrer dans ce dispositif tout en sécurisant les demandes, étant donné que les remises en cause sont toujours, je dirais, très difficiles à vivre pour un chef d'entreprise. Alors je me présente, donc Marilena Candido Della Mora, je suis dirigeante de Sephir Consulting, ancien inspecteur des impôts, et depuis trentaine d'années, donc j'ai exercé le contrôle du crédit impôt recherche, les relations entre l'administration fiscale et le ministère de la Recherche. Et puis donc maintenant, en tant que dirigeante, j'ai pu constater les problématiques auxquelles sont confrontées les entreprises, quelle que soit la taille, en particulier les startups. Donc, vers de la recherche, c'est un levier financier, sans aucun nul doute. Les différents dispositifs, le CIR, le C2I, le SICO, Crédit Impôt Recherche Collaborative, ce sont des dispositifs qui offrent aux entreprises un soutien financier direct pour concrétiser leur ambition technologique. Il est impératif qu'aujourd'hui, dans un monde aussi concurrentiel et dynamique, en termes de recherche de rupture, il est important que les entreprises françaises fassent de la recherche pour être de plus en plus compétitives sur les marchés. Nous avons perdu beaucoup de marchés, notamment celui d'automobile, donc il faut essayer d'en gagner d'autres. Améliorer donc leur compétitivité, favoriser leur croissance sur les marchés émergents. Effectivement, pour prendre des parts de marché, il faut être très compétitif, il faut se différencier par rapport aux entreprises étrangères. Donc le CIR, C2I, SICO, c'est un crédit d'impôt qui s'impute effectivement sur l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Et lorsque vous avez un excédent, c'est une créance sur l'État. Donc il faut faire bien le différentiel, mais je ne rentrerai pas dans les détails. C'est une créance sur l'État qui est remboursée. Mais comme c'est déclaratif, comme toute déclaration déclarative, le corollaire, c'est le contrôle fiscal. Je sais bien qu'on n'aime pas beaucoup cela, mais c'est l'argent de nos impôts, donc il est important qu'il y ait un contrôle. Donc bénéficier du CIR, C2I, SICO, faut satisfaire aux obligations déclaratives et la recevabilité de la demande suppose l'accomplissement de démarches précises. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais je pense qu'il y a un moment pour les questions et donc je vous laisserai tout le loisir de me poser les questions ad hoc. La légitimité du contrôle fiscal, évidemment, c'est le corollaire du système déclaratif. Et la particularité de ces crédits d'impôt, c'est que nous sommes sur deux systèmes, deux appartenances. Celui de la science, c'est le ministère de la Recherche qui contrôle les dossiers techniques, et l'administration fiscale, c'est elle seule qui a le droit de redresser, et donc il faut que les travaux soient en corollaire avec les dépenses. Donc c'est un enjeu politique, on a entendu parler, entre les députés qui sont contre, il faut tout supprimer, et les députés qui sont pour, puis alors là, tout est bon. Eh bien, que dit le monde? La façon du crédit d'impôt recherche, c'est la première niche fiscale pour les entreprises. Le dispositif de soutien à la recherche et au développement attise les convoitises et les pratiques frauduleuses. C'est vrai, de plus en plus. Mais je dirais, en tant qu'ancien inspecteur des impôts, dans toute ma carrière, donc c'était sur Paris, j'ai rencontré 5 entreprises qui ont véritablement fraudé. Je dirais que la plupart du temps, c'est qu'elles sont mal accompagnées et donc elles ne connaissent pas forcément tous les critères, toutes les astuces pour optimiser les dépenses en corrélation avec les travaux de recherche. Les échos, le CIR, ce n'est pas une niche, mais un investissement dans l'avenir, selon plusieurs présidents d'organisations professionnelles. Les 2/3 de cette aide bénéficient par exemple au secteur industriel, indispensable à la compétitivité française. Et France Info, cette année, budget 2026, la grande masse du crédit d'impôt recherche sera maintenue, a affirmé le ministre. Bon, on a changé de ministre. Donc. Mais je vous rassure,
tous les ans, on dit ça va être mis en cause, ça va être supprimé. Non, c'est impossible. Tous les pays de l'Union européenne proposent le CIR. C'est en France qu'on a le meilleur dispositif. C'est le seul pays qui rembourse une créance sur l'État. Dans les autres pays, ce n'est pas le cas. Donc, quelques chiffres, très rapidement. En recherche, nous avons 19 000. Alors, ce sont un rapport du ministère de la Recherche 2023. Actuellement, il n'y a pas d'autres rapports. Et c'est sur la situation des CIR 2021. Donc, la recherche, nous avons 19 236 déclarants, 23 milliards 652 millions de dépenses déclarées, ce qui correspond à 92,5% des dépenses effectuées. Donc, le nombre de bénéficiaires, 16 341, pour une créance de 6 milliards 839 000 euros. Donc la créance remboursée 94,6%. Mais je pense qu'on pourra communiquer le slide pour ceux qui le souhaitent. Ça vous évite de... Voilà. Donc au niveau du nombre, alors vous voyez qu'en l'innovation, nous avons à peu près le même nombre de déclarants, 10 333, qui correspond à 1 783 000 euros de dépenses déclarées. Donc je vous laisse regarder, ça représente 5% de créances remboursables. C'est surtout le crédit impôt recherche qui emporte, je dirais, l'essentiel des aides de l'État. Les grandes entreprises, 465 grandes entreprises qui en bénéficient, pour 2 milliards 98 000 euros. Les ETI, 2211 pour 1 milliard 831 000. Et les PME, 13 165 PME pour 2 milliards 100 000 euros de créances. Créances, je parle, remboursables. Ce n'est pas, il y a une partie qui a été imputée sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Je vous laisserai étudier ça quand vous aurez le slide. Donc, comment s'assure-t-on de l'éligibilité du crédit impôt recherche? Donc là, je ne parlerai que de certaines particularités qui font l'objet de jurisprudence et entre autres du rejet par l'administration fiscale. Je ne peux pas développer tout le dispositif, c'est barbaron, mais là où il faut faire très attention. Il y a une différence à faire entre recherche et innovation. La recherche, c'est absolument apporter une nouvelle connaissance. Et ça, il faut vraiment donc se mettre ça dans la tête, c'est une nouvelle connaissance. Donc le but, c'est effectivement d'augmenter, d'accroître les connaissances, toutes les connaissances qui existent dans le monde, pas seulement en France ou en Europe. Donc c'est la définition du manuel de Frascati. Le taux du crédit impôt recherche aujourd'hui est de 30% jusqu'à 100 millions d'euros. Au-delà, c'est 5% qui sont affectés au-delà de 100 millions. Donc, quelle est cette particularité au niveau du crédit impôt recherche, mais qu'on retrouve aussi sur les autres aides de l'innovation? Un dossier technique. Un dossier technique, c'est un projet. C'est le chef d'entreprise qui décide du projet ou des projets. En général, c'est 2, 3, voire 1, qui doit répondre à 5 critères du manuel de Frascati. Je ne sais pas si vous connaissez très rapidement nouveauté, créativité, systématique, reproductible et transférable. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais je vous laisserai... Non, mais je vous laisserai me poser la question tout à l'heure. Et surtout un état de l'art. La plupart du temps, il n'y a pas d'état de l'art. Et on verra après avec l'IA. Donc ça, les 5 critères, donc déjà un projet, un objectif, déterminer le périmètre de la recherche, les 5 critères et un état de l'art. Ça, c'est impératif. Sinon, si ça va, le dossier technique, s'il y a une demande de contrôle par le ministère de la Recherche, il
vous revient avec un tas d'observations et de questions. Et si on ne répond pas précisément à ces observations, ces questions, c'est un rejet. Donc toutes les dépenses, elles tombent. Et parfois, l'administration fiscale ne demande pas, ne saisit pas le ministère de la Recherche parce qu'elle voit très bien qu'au niveau des dépenses, il n'y a pas de corrélation avec le projet. Donc elle n'a même pas besoin de demander au ministère de la Recherche un avis. Elle sait que sur la base du Code général des impôts, elle pourra rejeter les dépenses. Et je peux vous assurer que lorsqu'il n'y a pas de dossier technique, qu'on n'a pas saisi le ministère de la Recherche, c'est très difficile après pour défendre, sauf aller jusqu'à Bercy, faire un recours pour demander la saisine du ministère de la Recherche. Donc, un dossier administratif et financier. Alors là, j'attire votre attention également sur le temps, le fichier temps. Ça, il est impératif. Ce n'est pas simplement un fichier où j'ai monsieur, madame qui a travaillé tel jour et tel mois. Non, il faut qu'il soit complet, ce fichier temps. S'il n'est pas complet, s'il n'est pas en corrélation avec les travaux, c'est le rejet du fichier temps, c'est-à-dire toutes les dépenses de votre personnel tombent. Or, c'est le poste le plus important. Toutes les pièces justifiant de l'éligibilité des dépenses, donc c'est tout ce qui est dossier de compétences, donc les CV, qui fait quoi, qu'on retrouve dans le dossier technique toujours cette corrélation qui est importante. Les contrats de travail, eh oui, les contrats de travail, j'ai un chercheur et puis il est en même temps VRP. Et puis, ce n'est pas prévu dans le contrat de travail, et ni sur le fichier temps. Eh bien, ce n'est pas éligible. La sous-traitance, les conventions, très important, il faut que ce soit vraiment conforme au formalisme de l'administration fiscale, les conventions, et vous avez des factures sur lesquelles on doit retrouver ce qui est dans la convention. Et s'il manque certaines mentions, eh bien la dépense ne sera pas retenue. La sous-traitance ou les opérations externalisées, ça aussi, c'est lourd. Je ne vais pas vous l'expliquer parce que c'est long, c'est complexe. Le système est complexe, de toute façon. Les publications sont des indicateurs de recherche, sauf que ce n'est pas parce que vous avez effectué des publications ou des brevets que votre projet ou vos projets seront éligibles au crédit impôt recherche. C'est un indicateur de recherche. Le crédit impôt innovation, donc sont éligibles les opérations de conception, de prototype et d'installation pilote de nouveaux produits. Qu'est-ce qu'un nouveau produit? Eh bien, c'est un bien corporel ou incorporel qui doit avoir deux conditions cumulatives. Et il n'est pas encore sur le marché. Et donc, là aussi, dans la jurisprudence, systématiquement, on voit le crédit impôt innovation est rejeté parce qu'il n'y a pas d'étude de marché. Je ne parle pas du dossier technique, ça va de soi, il doit y être, mais l'étude de marché. Et quand il n'y a pas d'étude de marché, eh bien, ce n'est pas recevable. Et donc, ce nouveau produit se distingue des produits existants par des performances supérieures sur le plan technique, sur le plan de l'éco-conception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. Le montant des dépenses est plafonné à 400 000 €. Le taux aujourd'hui, donc depuis le 1er janvier, est de 20% et ce dispositif est prorogé jusqu'au 31 décembre 2027. Le crédit impôt collaboratif, très particulier, très souvent rejeté. Pourquoi? À cause du contrat. Le contrat, la convention doit être absolument signée avant le début des travaux. Et dans ce contrat, eh bien, il doit être signé avant le démarrage des travaux, facturé au coût de revient sans marge, limité à 90% des dépenses totales exposées pour la réalisation des travaux. Il faut définir l'objectif commun, le partage des risques et des résultats. Donc tout ça, c'est impératif, ça doit être dans la convention. Et l'organisme a un droit de publication des travaux propres. Alors là, c'est pareil, donc cette publication, voire un dépôt de brevet, il faut que ce soit bien précisé dans la convention qui en a l'attribution.
Donc, si on n'a pas tous ces éléments, eh bien, vous ne serez pas éligible au SICO. Donc, ces contrats s'établissent entre le 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2025. Comme il n'a pas eu beaucoup de succès, je doute qu'il soit prorogé. Mais vous avez quand même jusqu'à la fin de l'année, pour ceux qui ont envie de se lancer, de contracter, mais là, il faut faire très très vite. Donc, c'est avec les organismes de recherche et de diffusion de connaissances agréés par le ministère de la Recherche. Donc, qui peut en bénéficier? La micro-entreprise, la PME. Donc, le taux est de 50% des sommes facturées est limité à 6 millions d'euros par an. Les autres entreprises, les ETI et les grands groupes, 40% des dépenses facturées par l'ORDC est limité également à 6 millions d'euros. Le montant de ces dépenses, bien sûr, il y a toujours une diminution des subventions publiques. Et le crédit d'impôt inutilisé constitue une créance sur l'État qui est remboursée N+3, c'est-à-dire l'année du dépôt de l'alias fiscal dans laquelle vous demandez le remboursement, plus 3 années. La jeune entreprise innovante. Donc les conditions, c'est une PME communautaire, donc moins de 250 salariés, 48 millions d'euros au bilan ou 50 millions de chiffre d'affaires. Elle doit avoir moins de 8 ans, un montant minimum de dépenses de recherche et développement qui soit actuellement au moins 20% de la charge totale, le capital détenu par 50% minimum des personnes physiques, une activité nouvelle non créée suite à une concentration, restructuration, extension d'activités existantes ou reprises et une absence de dépendance. Et là, j'insiste. Je prends un exemple typique. Vous avez un salarié qui travaille dans un grand groupe, disons un groupe, la société Martin, et nous avons notre jeune salarié qui fait de la recherche dans ce grand groupe et qui dit, bon, ben, je vais créer ma société. D'accord. Il crée sa société, mais il poursuit la même activité. Là, nous avons déjà un problème, il faut une activité nouvelle. Autre chose, vous avez ce grand groupe qui dit, OK, moi je vous laisse partir, d'accord, vous pouvez continuer la même activité, mais je demande des royalties. Il y a une dépendance. Donc, vous ne pouvez pas, elle ne peut pas bénéficier de la jeune entreprise innovante, donc des bénéfices de la jeune entreprise innovante concernant les exonérations. Elle peut obtenir le CIR, mais elle n'aura pas le statut JEI. Donc là, c'est pareil, il faut voir au capital pour les JEI. C'est très important qu'ils rentrent au capital. Parce que par ça, vous avez 50% des personnes physiques, et puis vous avez 2 sociétés, 2 personnalités morales. Et dans les personnalités morales, vous avez parfois la personne physique dans la société morale qui est aussi en tant que personnalité physique. Et donc, combiné, on se retrouve avec une société qui va se trouver majoritaire dans le capital. Donc ça, le capital, il faut bien regarder également. D'où la nécessité pour les jeunes entreprises innovantes de se faire accompagner non seulement, je dirais, d'un cabinet conseil efficace, pertinent, qui sache vraiment les accompagner, mais également avec un avocat spécialisé des contrats. Et je dirais même, aujourd'hui, ces startups qui utilisent l'IA, je dirais également un avocat spécialisé dans le RGPD et l'IA. Parce que là, ça fait très mal quand il y a des contrôles. Donc, il faut sécuriser effectivement le statut de JEI. Pourquoi? Parce que l'URSSAF va vous demander l'avis. Donc, il vaut mieux demander l'avis préalable à l'administration. Les allègements, exonérations, je crois qu'on va passer parce que l'heure tourne, non? Voilà, donc je vais y aller très vite. La jeune entreprise universitaire, c'est les mêmes critères que la JEI.
et on aura simplement au niveau de la détention au capital 10% d'étudiants diplômés. Donc là, c'est pareil, il vaut mieux demander un avis à l'administration fiscale pour être sûr d'avoir le statut JEI, JEU ou l'AGEC, qui est effectivement une entreprise de croissance aussi avec des particularités sur le plan économique. Une expertise de votre dossier, pourquoi? Parce que c'est tellement complexe, tant au niveau du montage du dossier technique que du dossier financier et administratif, qu'il vaut mieux être très bien accompagné. Un cabinet conseil doit vous proposer un fiscaliste, un expert scientifique pour sécuriser le dossier technique et administratif. C'est impératif aujourd'hui, étant donné que l'avis de l'administration, lorsqu'elle rejette la jurisprudence, elle suit le TA ou la cour administrative d'appel, elle suit l'avis de l'administration fiscale. Néanmoins, si vous pouvez contester, mais si vous avez un dossier qui est bancal, à un moment donné de la procédure, il faudra le réécrire et donc avoir ou trouver quelqu'un qui vous accompagne sur ce montage, en corrélation évidemment toujours avec les pièces de dépenses. Effectivement, une expertise du ministère de la Recherche peut être contestée à tout moment, même pendant le contentieux, mais là c'est pareil, à un moment donné, il faut réécrire le dossier. Et il y a des fois, l'entreprise n'a plus les éléments. Et si l'entreprise n'a pas les éléments parce qu'on lui a conseillé que ce n'était pas nécessaire, c'est impossible de se défendre. Impossible. Même le meilleur des cabinets il ne fera pas de miracle. L'IA. Eh oui, l'IA. L'IA, aujourd'hui, tout le monde est sur ChatGPT, Mistral et j'en passe. Eh bien, concernant les dossiers techniques, moi, vous me présentez un dossier technique, je sais déjà de suite, rien qu'à regarder, si c'est passé dans l'IA. Il n'y a pas de faute d'orthographe, alors qu'aujourd'hui, on sait que plus personne ne connaît le français. Donc, les fautes d'orthographe, là, c'est impeccable, c'est bien formalisé, bien écrit et tout. L'essentiel n'y est pas. Je n'ai pas le fond. Et s'il n'y a pas le fond, c'est un rejet. Et ça, un expert scientifique, que ce soit au ministère de la Recherche ou à la DRARI, immédiatement, il le voit. Sans compter qu'avec l'IA, vous pouvez avoir des résultats que vous n'avez pas effectués, opérés au sein de l'administration de votre entreprise. C'est ce que l'on appelle les fameuses illusions. Donc, le taux de similarité et l'absence de fond, état de l'art. Les essais, l'IA ne peut pas les inventer. Les tests, elle ne peut pas l'inventer. Donc ça, c'est très important. L'IA, c'est un formidable outil pour simplifier, pour faciliter, pour collecter, mais il faut une expertise derrière. Soit vous avez, de toute façon, au sein de l'équipe R&D, il faut que votre ingénieur ou un chercheur relise le dossier avant de le communiquer à l'administration, parce que ça ne passera pas. Et surtout que ce dossier technique, tout ce que vous allez écrire, va être en corrélation non seulement avec le dossier de compétences du personnel, mais avec toutes vos dépenses. Donc voilà, la recommandation, utilisez l'IA, mais demandez une expertise pour s'assurer du fond de l'éligibilité des dépenses. L'usage de l'IA est réservé à une équipe experte, et c'est très cher pour avoir son IA, parce que l'IA, c'est comme un enfant, il faut l'éduquer, lui donner les bonnes données. Ça a un coût énorme. Sinon, se limiter à la mise en forme, une bonne rédaction, plutôt que l'utiliser pour une expertise. Et l'expertise, eh bien, vous le demandez à un cabinet conseil qui qui vous accompagnera. Donc, c'est en général un enseignant-chercheur qui est passé par le ministère de la Recherche et qui peut effectivement sécuriser votre dossier technique. Voilà. Je vous remercie. Maintenant, j'étais un peu longue. Y a-t-il des questions dans la salle? Tu peux rester là, Marie-Léna. Tu peux rester à côté de moi. Y a-t-il des questions dans la salle? Vous avez tout compris? Ah, monsieur.
Bonsoir. J'avais juste une question sur... Il faut parler très fort. Ouais, juste une question sur l'entreprise communautaire. Qu'est-ce que l'entreprise communautaire? Oui. Donc en fait, l'éligibilité d'une entreprise, si par exemple je suis une entreprise française, mais j'appartiens à un groupe américain, ou je suis une entreprise française, mais j'appartiens à un groupe européen. Alors, vous voulez savoir si c'est une PME communautaire? Alors la question c'est si je suis détenu à 100% par une entreprise américaine, est-ce que je suis éligible au crédit impôt recherche ou aux différents crédits impôts qui existent? Alors si elle paye l'impôt sur les sociétés en France, après il faut voir au niveau de la constitution du capital, c'est très complexe, mais si elle paye son impôt sur les sociétés en France, elle a droit au crédit impôt recherche. Ce n'est pas une PME communautaire, hein. Pas forcément. À partir du moment où elle paye son impôt, c'est ça? Il faut payer l'impôt, voilà. Bien qu'elle soit détenue à 100% par des fonds américains, par exemple. Il faut voir les conditions. Ça, c'est au niveau du contrat qu'on peut voir effectivement quelles seront les conditions de détention. Mais bon, ça, vous avez mes coordonnées, pourrez me poser la question et comme ça me donner peut-être plus d'informations concernant la constitution au capital. Merci monsieur. Une autre question dans la salle? Vous allez passer juste après. La question, l'accompagnement. Oui, c'est très intéressant, mais quel est le coût de l'accompagnement? Comment ça fonctionne? Alors, vous avez, soit c'est un montant, alors pour le crédit impôt recherche, soit c'est un montant forfaitaire, soit c'est un montant total, un montant forfaitaire sur le montant du crédit impôt recherche. Donc ça dépend du montant du crédit impôt recherche, selon que c'est 100 000 ou c'est 1 million ou 10 millions. Donc on ne peut pas donner un chiffre comme ça. Donc soit c'est un montant forfaitaire, soit c'est un montant forfaitaire qui va couvrir les frais quand même du cabinet et de ses experts et un montant au résultat. D'accord. Pour l'accompagnement. Et quelle est la garantie apportée par le cabinet? Pardon? Quelle est la garantie apportée en cas de contrôle, par exemple, par le cabinet qui nous accompagne? Alors, comment je vais dire, la garantie. La garantie, en fait, c'est vous qui la donnez, l'entreprise. Si vous avez, alors, comment moi je pratique? Si vous me donnez un dossier technique, je vous demande déjà un projet, un pré-projet de dossier technique, sur la base d'un contrat de confidentialité. À partir du moment où je vois, où je suppose ou subodore qu'il y a de la recherche, je vous propose un audit par l'expert scientifique. Donc cet audit va déterminer si vous êtes en capacité, effectivement, de donner les informations pour sécuriser votre dossier. Après cela, vous contractez ou pas. Si vous contractez, donc il y a un système de navette sur ce dossier technique et on va vous dire quelle est la probabilité de remboursement du crédit impôt recherche. Donc vous me dites par exemple, moi je veux qu'on déclare 1 million. Et puis je vous dis, mais non monsieur, vous n'aurez pas 1 million, vous aurez 80% ou 60% de ce million. Et donc à partir de ce moment-là, si vous voulez 1 million, c'est sous votre responsabilité, mais moi je vous aurais dit quelles sont vos lacunes et je vous aurais dit, voilà, moi je considère que c'est 60%. Donc qu'est-ce que je vais faire? Puisque vous me demandez 1 million, moi je vais me baser au niveau de mes honoraires sur la base des 60% de votre crédit impôt recherche et au résultat, si j'arrive à gagner 1 million. Merci beaucoup Marie-Léna. Alors je suis désolée, on est pris par le temps, mais on pourra continuer les échanges lors du cocktail. Merci beaucoup. Donc là, on va passer sur le volet témoignage. Donc là, vous avez eu ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est vrai que nous, on a tenu lors de ce Tech Days à faire témoigner des PME. Parce que, alors, moi, j'ai travaillé pour un grand groupe et j'ai été en charge du CIR. Donc, les grands groupes savent faire du CIR parce que accompagnés par des grands cabinets. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, des TPE ou même des PME du territoire se disent que le crédit impôt recherche, peut-être pas pour moi, peut-être trop compliqué. Donc là, on va suivre par 2 témoignages de personnes qui gèrent le CIR dans leurs entreprises. Et je vais appeler à mes côtés Michel Lémarie pour l'entreprise
ACS Instruments qui va nous faire part de son expérience. Voilà, il n'y a plus qu'à faire passer les slides. Et mettez-vous au niveau de la... Oui, normalement, oui, allez-y, voilà. Alors c'est ASC. ASC, excusez-moi, c'est ASC, excusez-moi. Donc Michel Lemarie, société ASC Instruments. Alors je suis aussi ici en tant que représentant du réseau Mesure. Donc le réseau Mesure est un réseau qui regroupe environ 250 entreprises de la mesure et dont l'objectif est de permettre le développement économique de ces entreprises en mutualisant les moyens et en mutualisant les actions. Et le réseau Mesure est partenaire de la communauté d'agglo. Et le réseau Mesure a été d'ailleurs fondé à Cergy-Pontoise il y a à peu près, je crois, 22 ans. Voilà. Donc ASC Instruments, nous sommes spécialisés dans le contrôle d'étanchéité des productions industrielles. Donc tout ce qui est produit fabriqué en grande série et qui doit garantir un niveau d'étanchéité élevé, nous fabriquons les instruments qui permettent le contrôle. Donc nous sommes fabricants d'instruments de mesure basés à Éragny-sur-Oise, donc pas loin d'ici. Quelques exemples d'applications. Le contrôle d'étanchéité des gilets pare-balles, par exemple. Nous faisons des machines qui permettent à l'armée française de contrôler les gilets pare-balles, puisqu'un gilet pare-balles qui perd son étanchéité perd aussi son efficacité balistique. Des gants, par exemple, pour le secteur du nucléaire. Les gants doivent être parfaitement étanches et nous faisons les machines pour contrôler ces gants. En dessous, on voit des produits pharmaceutiques, donc les ampoules, les seringues, les cryotubes. Nous faisons des machines pour contrôler donc, ces produits-là. À côté, on voit un sachet de purée mousseline, donc pareil, purée mousseline ou sachet de céréales. Si vous consommez par exemple des sachets des céréales marque distributeur, Auchan, Carrefour, Leclerc, il y a toutes les chances pour que ces céréales aient été contrôlées avec nos machines. Voilà, donc on a développé une large gamme d'instruments qui se divise en deux grands principes de mesure, qui ont fait l'objet d'ailleurs de brevets. Une gamme pour contrôler tout ce qui est conditionnement rigide et une gamme pour contrôler tout ce qui est conditionnement souple. Donc par exemple les sachets, les poches de sang, les sachets qui contiennent par exemple les médicaments, les choses comme ça. Donc financer l'innovation. Donc ASC Instruments, on s'est beaucoup développé autour de l'innovation. Hein. Ah oui, excusez-moi, je ne suis pas sur la croix. Donc plusieurs moyens pour développer l'innovation. Premièrement, les fonds propres. Bon, ça, si on est riche, c'est parfait. Ce n'était pas notre cas. Les investisseurs. Alors, trouver des investisseurs, on entend souvent parler de ça. C'est très difficile de trouver en France des investisseurs qui sont prêts à prendre des risques sur une société industrielle dont on ne comprend pas très bien le métier. Ensuite, il y a les subventions. Alors ça, c'est un très bon levier, les subventions. C'est un levier qui est un peu chronophage, mais qui offre un véritable, on va dire, souffle financier pour le développement. Et après, il y a le CIR. Alors le CIR, c'est relativement peu chronophage, c'est du déclaratif. Donc on prend un certain risque, mais c'est un véritable apport pour l'innovation. Alors aujourd'hui, ASC Instruments développe ces instruments en combinant les fonds propres que nous avons réussi à développer au fur et à mesure des années, ponctuellement des subventions, du crédit d'impôt recherche et toutes les machines innovantes que l'on développe, on les développe en partenariat avec des clients qui ne sont pas forcément au courant qu'on développe une innovation pour eux. Voilà, puisque on parle beaucoup d'innovation, mais dans le secteur industriel, pour un responsable de production, son objectif, c'est éventuellement d'avoir des innovations sur ses produits, mais pas d'utiliser des moyens de contrôle qui soient innovants. Voilà. Et le levier, je dirais, partenariat avec une entreprise présente un atout majeur, puisqu'on va développer un produit qui répond réellement à un besoin. Quand on a développé les machines pour tester les sachets de céréales avec la société en question,
en fait, la société nous a donné tous les codes qui étaient nécessaires pour faire une machine qui répond aux besoins de l'agroalimentaire. Voilà, et ces codes... Alors, historiquement, il faut savoir qu'ASC Instruments a développé ses équipements autour du secteur de l'automobile, donc on n'avait pas les codes de l'agroalimentaire. Par exemple, des machines en inox, éviter de la visserie sur les machines, puisque la visserie, on risque de la retrouver dans les sachets de céréales. Voilà, des choses, on va dire, relativement de bon sens, mais qu'il faut connaître pour développer des équipements qui correspondent aux besoins des clients. Ensuite, l'accompagnement. Alors, ASC Instruments, nous nous sommes fait accompagner. Nous étions à la pépinière de Novitec 95, qui est devenue la Turbine maintenant. On avait un cabinet qui nous accompagnait, notre comptable, et en fait, on était assez mal accompagnés, puisque l'accompagnement a conduit au contrôle fiscal. Voilà. Il y avait des erreurs dans notre dossier, comme me l'a dit la responsable des impôts de Cergy, qui étaient de nature à remettre en cause notre bonne foi. Voilà, clairement, on était des escrocs. Bon, il s'agissait de sujets, bon, on peut le dire, Marinella saute au plafond si je dis. On était déclarés, les fondateurs, donc parce que j'ai créé l'entreprise avec mon frère, on était déclarés comme jeunes docteurs. Alors, premièrement, on n'est pas docteur. C'est quand même un titre universitaire qui a quand même une sacrée valeur. Et deuxièmement, on n'est pas jeune. Et deuxième point important, on a le droit de déclarer pendant 3 ans les jeunes docteurs, et ils nous ont déclaré pendant 5 ans. Voilà, donc au niveau des impôts, ce n'est pas passé. Alors là, je dirais que l'accompagnement est très important. Alors, il se trouve qu'on était à la pépinière, on a été accompagné par la pépinière, on a échangé avec Marinella à l'époque qui nous a donné... Alors, c'est là où la qualité de l'intervenant est extrêmement importante. Elle nous a donné une des jurisprudences. Quand vous sortez la bonne jurisprudence aux impôts, ils encaissent et puis ils vous accordent leur pardon sur le sujet en question. Alors, il y avait pas mal de sujets qui étaient en question. Donc, le fait d'avoir je dirais, de choisir des bons partenaires pour vous accompagner, c'est fondamental. Nous, on est une petite entreprise. On a joué la stratégie de la transparence. Je dirais que ce que l'on a utilisé comme moyen, c'est qu'on a tout de suite contacté la responsable des impôts de Cergy. Très simple, quand vous êtes en contrôle fiscal, vous avez les noms des différents responsables, N+1, N+2, enfin, vous leur téléphonez à 7 h le soir, c'est les seuls qui sont encore dans les bureaux, vous tombez forcément sur eux, et à ce moment-là, on a eu la chance d'avoir quelqu'un. J'ai expliqué, on a clairement exposé la situation et on est tombé sur quelqu'un qui nous a contrôlés avec bienveillance. C'est-à-dire qu'on avait un redressement, mais la personne nous a proposé de reporter le redressement sur l'année suivante. Voilà, donc quelque chose, il nous faisait un crédit sur le crédit d'impôt recherche. Voilà, donc je dirais... En cas de contrôle, la bonne foi et la transparence, voilà, ça peut aider. Et mais ça c'est dans les affaires en général, la qualité relationnelle. Voilà, toujours être respectueux des gens, et même si on a une pression qui est très importante. Voilà, c'est l'expérience d'ASC Instruments. Et donc on sort à peu près un instrument nouveau tous les 2 ans, sur un nouveau principe de mesure. Donc aujourd'hui, essentiellement centré, on est sur tous les secteurs d'activité de l'industrie, mais notre stratégie, puisqu'on vise un développement international, on est centré sur la pharma. Comme vous avez pu voir, on a présenté plusieurs appareils liés à la pharmacie, puisque le monde de la pharmacie est totalement mondialisé. On parle de Sanofi, on entend parler beaucoup de Sanofi. Il faut savoir que ces grands opérateurs mondiaux. On a vendu une machine à Sanofi, le centre de recherche Impasse des Ateliers. Ensuite, on a vendu une machine à Boston. Et là, on a vendu une machine en Allemagne. Quand on arrive à rentrer chez ces grands donneurs d'ordre, après, les affaires se multiplient. Voilà. C'est bon? J'ai respecté le timing. Est-ce que vous avez des questions? 9 personnes. Donc c'est même une TPE, ça rentre, je crois, même dans la catégorie des TPE. Voilà. Mais une équipe très dynamique.
qui part aux quatre coins du monde. Mais on est en train de nouer des partenariats, parce qu'on ne peut pas envoyer des gens faire... Là, on a fait un salon la semaine dernière en Inde. Bon, les premières machines, on va les envoyer du monde, mais ça nous consomme nos ingénieurs. Voilà. Alors, on tient beaucoup au démarrage des projets. Ça, c'est vrai que dans l'innovation, on vend des machines. On est extrêmement présent chez nos clients. Voilà. C'est parce que bon, quand vous fabriquez des machines, des fois ça marche, mais des fois ça marche un peu moins bien. Voilà. Merci pour votre présentation. Vous n'avez pas mentionné les investisseurs. Non, alors justement, on a beaucoup cherché d'investisseurs, des business angels, et en fait, on n'en a pas trouvé, tout simplement. Les gens ne comprenaient pas ce que l'on faisait. Alors, on trouvait des groupes de business angels qui étaient prêts à mettre 100 000 euros à 10. Mais oui, mais nous, 100 000 euros, enfin, c'est bien 100 000 euros, mais ça, voilà, pour développer des machines, ce n'est pas du tout suffisant, vu les contraintes que ça va donner, parce que derrière, il va falloir vivre avec et passer du temps, parce que tout est une question de temps. Alors, autre chose quand même en faveur du crédit impôt recherche, c'est si vous êtes dans une situation financière, c'est-à-dire que vous faites des pertes, vous avez quand même droit au crédit impôt recherche, alors que les subventions publiques vous sont interdites, puisqu'il y a des règles de comptabilité qui interdisent de subventionner des entreprises qui font des pertes. Et quand on fait du développement, bon, on a traversé des crises, on a traversé la crise de 2008. Alors, juste pour la petite histoire, on a développé une machine pour le contrôle d'étanchéité dans le secteur automobile. Cette machine, on l'a commercialisée en 2008. Et 2008, nous on ne le savait pas, on a lancé la machine à la pépinière à Neuvitech. On a lancé la machine en mai 2008. Et je ne comprenais pas, on était en contact avec des sociétés, Bosch par exemple, qui fabriquent des freins. Donc les fabricants de freins utilisaient énormément de contrôle d'étanchéité. Et les projets n'avançaient pas. Et on a appris quelques temps plus tard que le secteur automobile était en faillite complète. C'est-à-dire que la France était surcapacitaire au niveau production industrielle automobile, donc ils fermaient des usines. Donc je rencontrais des gens qui trouvaient très intéressants nos systèmes, mais ils avaient des piles de vieux instruments qui critiquaient, mais qu'il suffisait de restaurer pour faire tourner leurs machines, quoi. Donc c'était impossible de leur vendre des machines. Et à ce moment-là, on s'est intéressé au secteur de l'emballage, et on a redéveloppé une gamme complète de machines pour le secteur de l'emballage. Et c'est là qu'on a passé une période très, très pénible, puisqu'on avait consommé toutes nos réserves financières et voilà, il manquait des capitaux. Mais la région nous a suivis par des subventions. Et puis, comme je vous dis, on était dans une pépinière d'entreprise et on était très soutenus. Voilà, c'était quelque chose de quand même très, très important. Voilà, c'est bon ? Merci. Est-ce qu'il y aura une dernière question ? Merci beaucoup, Monsieur Lemarie, pour votre intervention. Merci. Je vais dès à présent donner la parole à Géraldine Bourbonneux. Alors, c'est celui-là, oui. Celui-là ou celui-là ? Oui, voilà. Qui travaille pour Bernard Controls et qui va témoigner à son tour du crédit impôt recherche au sein de son entreprise. Alors bonjour, donc, je suis Géraldine Bourbonneux, donc, je suis directrice R&D Europe du groupe Bernard Controls, donc, qui est basé à Gonesse, au bout du département. Ici, donc là, oui, tout à fait. Donc Bernard Controls, c'est une entreprise qui a été fondée donc, en 1936. Donc l'année prochaine, on va fêter les 90 ans de cette société. C'est une entreprise familiale qui aujourd'hui est dirigée par le petit-fils du fondateur, Lucien Bernard. Et je dirais que depuis sa création, c'est vraiment une entreprise qui a été toujours tournée vers la R&D. Aujourd'hui, effectivement, cette entreprise, donc c'est une grosse PME. On est aujourd'hui 600 dans le monde entier. On a 300 personnes essentiellement en France, mais on a également de la recherche et de l'unité de production donc à Pékin en Chine et aux États-Unis. Et de par nos marchés, on a des présences commerciales un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est quoi Bernard Controls ? En fait, c'est des servomoteurs électriques
Donc, pour les vannes industrielles Eventel, en fait, c'est des produits qui accompagnent le transfert du fluide et le contrôle du fluide, quel que soit le fluide, que ça peut être de l'eau, de l'air, etc. Donc, on a une gamme très importante de produits qu'on a développés au fur et à mesure, effectivement, de nos marchés. Et nos marchés, ça a été quoi? C'est effectivement, historiquement, on est dans le nucléaire, c'est la raison première, en fait, de l'entreprise. Et puis, cette entreprise s'est développée dans le marché du pétrole et du gaz, puisque, du coup, on avait une compétence de qualification pour les centrales nucléaires qu'on a pu appliquer au marché du pétrole et du gaz, notamment dans lequel il y a des certifications, qui sont, je dirais, un peu dans le même esprit des maîtrises de production, de fabrication que le nucléaire, et puis récemment sur le marché de l'eau. Donc aujourd'hui, effectivement, l'eau pour nous, c'est les stations de pompage, les agglos, les stations d'épuration, etc., etc. L'industrie, puisque aujourd'hui, on accompagne des vannes quart de tour ou multitour, des vannes qui sont automatiques. Donc il y en a de plus en plus dans le monde entier. Donc effectivement, on a de plus en plus d'applications, puisqu'on remplace de plus en plus de vannes manuelles par des vannes électriques. Voilà. Alors pour nous, le crédit impôt recherche, donc un peu comme la société ASC, Bernard Contrôle s'est développé par les fonds propres, puisque c'est avant tout une entreprise familiale, des subventions, c'est le même un peu principe, et surtout le crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche, c'est une démarche que la société a démarrée en 2008, donc à l'époque, quand elle a créé son service de recherche et développement, où il y avait 10 techniciens. Donc c'était vraiment le démarrage de ce département. Elle a démarré toute seule et puis ça n'a pas marché. Donc un peu dans les expériences d'ASC, c'est, je pense, un peu tout pareil. Et ils ont quand même essayé. Puis en 2012, ils ont quand même décidé de se faire accompagner par un groupe, donc par un partenaire en fait. Et à partir de là, ça a fonctionné. Donc le crédit impôt recherche pour nous, ça a permis le financement de 10 à 15% de notre R&D par an depuis 2012, là au moment où vraiment tout a démarré, ce qui a permis d'avoir aujourd'hui 100 personnes. On est parti, vous voyez, en 2008 de 10 personnes, on est 100 aujourd'hui, dont 70 ingénieurs. Et c'est vraiment ce dispositif-là qui a réellement permis cette embauche et des ingénieurs de qualité, puisqu'on cherche des ingénieurs mécaniciens, électroniciens, maintenant du génie industriel, puisque le groupe s'est développé, on a de plus en plus de développement et du coup de l'industrialisation de ces développements. Donc on a diversifié en plus les profils d'ingénieurs qu'on a recherchés, puisqu'en on était vraiment centré mécanique, électronique et maintenant génie industriel, puisqu'on est dans une transition où on s'est rendu compte que le développement, c'était avant tout aussi pouvoir produire dans des conditions répétables et capacitaires pour nos clients. De rester compétitif, naturellement, pourquoi? Parce qu'on est sur un marché où on est 3, en gros, et même 2 sur le marché du nucléaire aujourd'hui, et on est, je dirais, nos 2 principaux concurrents ont 4 et 6 fois notre taille. Donc, c'est des concurrents européens. Donc, le leader pour le marché de l'oil and gas, il est basé en Angleterre et c'est des fonds d'investissement qui gèrent cette société. Du coup, ils sont retirés du marché du nucléaire parce que pas assez profitable. Et donc, aujourd'hui, l'EDM est un Allemand. Pareil, c'est une entreprise familiale. Mais vous voyez, on est en compétition avec des gens qui ont des moyens x6 presque par rapport à nous. Donc, c'est vraiment important de pouvoir être compétitif, innovant et d'arriver à trouver des niches dans ce marché-là où, je dirais, les gros ont tout raflé, quoi. Voilà. Et puis nous, ça nous a aussi permis, comme expliqué monsieur pour la société ASC, de nous structurer. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait un crédit impôt recherche, comme l'a expliqué madame, on a un dossier technique à faire. Donc ça nous a tiré vers le haut, dans le sens où il a fallu réfléchir à comment faire un mémo scientifique, comment monter des dossiers techniques, comment apprendre de nos erreurs. Parce qu'en fait, quand ça ne marchait pas, on dit, en fait, mais c'est quand même valorisable, même si le projet n'a pas marché, ça a été le cas, parce qu'en fait, quand on démarre, on n'a pas tout le temps un produit qui va aller sur le marché, pour différentes raisons. Des fois, on n'est pas au bon prix, et puis, du coup, on se dit, faut l'arrêter, ou il y a un verrou technologique, où on se dit, il va falloir attendre 3 ou 5 ans pour avoir quelque chose qui nous permette de lever ce verrou. Donc, ça nous a appris aussi à capitaliser, de se dire, en fait,
ça n'a pas marché, mais qu'est-ce qu'on a appris de ce projet qui a dû s'arrêter, en fait, hein, qui est peut-être ressenti comme un échec, mais qui va nous permettre de maturer et d'apprendre pour la suite, quoi. Et effectivement, puis les étapes de développement, puisqu'au départ, on avait un peu, je dirais, la tendance dans une petite société de se dire, bon, on est d'accord, on fait comme ça, on y va, etc. Et puis quand vous devez justifier de pourquoi vous êtes passé de telle étape à telle autre étape et que, bah, effectivement, c'est un peu l'edge, comme on dit chez nous, bah, forcément, ça ne marche pas, quoi. Donc ça, vraiment, ça nous a tiré vers le haut. En plus, je voulais quand même préciser un peu, il y a quand même des moins, c'est-à-dire que pour nous, c'est un vrai avantage, hein, c'est vraiment très compétitif, mais en contrepartie pour nous, le moins, c'est qu'effectivement, comme l'a expliqué Madame, je dirais les attentes des autorités, ce n'est pas le quotidien d'une PME. Hein. Donc, elle a bien parlé du fichier temps. Nous, c'est un peu la bête noire chez nous parce qu'il faut relancer tout le temps les gens parce qu'effectivement, on est une petite société, donc on a fait ça sur un fichier Excel, une macro qui tourne, mais les gens doivent renseigner le temps passé pour chaque projet à la semaine, au mois, puisqu'après, ben, forcément, on peut être audité. Donc, il est important de se dire, ben, la personne a passé 20 heures et pas 3 heures, ou au contraire, enfin, vous voyez. Donc, tout ça, c'est quand même une lourdeur administrative qui est vécue par nos employés, par nos collaborateurs, quand même comme une lourdeur administrative. Et pareil pour les mémos techniques, bah effectivement, nous, on a dû mettre en place une validation et une approbation, donc pour être sûr que le mémo technique soit correctement rédigé au moment je dirais, du jalon projet, hein, parce que sinon, bah, 6 mois, 1 an après, on ne se souvient plus de qu'est-ce qu'on a fait, où sont les choses, etc. Donc, il y a aussi il y a cette rigueur de se dire, bah, on ne peut pas attendre 6 mois pour rédiger un rapport d'essai. C'est maintenant ou pas, parce qu'il va manquer des informations qui va faire qu'après, ben, ça va être très compliqué pour tout le monde d'aller rechercher dans les archives les informations, etc. Donc, bon, ben, effectivement, il y a une structuration qui est quand même importante à faire pour arriver à avoir un dossier technique qui tient la route. Ça, c'est, je dirais, voilà. Et puis, nous, en fait, ce qui nous inquiète aussi, c'est les évolutions. Alors, Madame en parlait en disant le crédit impôt recherche est toujours un peu menacé, va-t-on le réduire, l'arrêter, etc. Et nous, on a subi le jeune docteur, hein, puisqu'on est en train maintenant de passer d'une structure R&D vers une structure innovation, donc pour avoir vraiment des sujets très, très en amont, qui ensuite viendront dans les équipes de R&D pour réellement rentrer dans des phases de développement, puisqu'on s'est aperçu que certains sujets, on ne pouvait pas les embarquer dans les phases de développement. Aujourd'hui, un projet pour nous, c'est en moyenne d'1 an et demi à 3 ans. Sur un projet nucléaire, ça peut être entre 5 et 10 ans, donc on est dans des autres échelles. Mais effectivement, 1 an et demi, 3 ans, à partir du moment où il n'y a pas maturité de la technologie, les équipes, elles galèrent, quoi, hein. C'est absolument compliqué, on perd beaucoup de temps et c'est inefficient. Donc, par contre, pour ça, on a l'année dernière embauché un doctorant dans le cadre du programme Jeune Docteur. Et aujourd'hui, effectivement, à partir du moment où ça va s'arrêter, ça va pénaliser le développement de notre service innovation et notamment les embauches qu'on aurait pu faire grâce à ces aides. Donc voilà, pour nous, le moins, c'est un peu cette législation qui peut un peu évoluer et pas dans un sens positif pour les entreprises. Voilà. Je vous remercie. Donc, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Géraldine. Je pense que vous avez été ultra rapide. Et, donc, attention, c'est la dame du fisc qui va poser une question. Concernant la suppression des jeunes docteurs, il y a une autre possibilité d'optimiser cette dépense, c'est de prendre une cifre, une convention industrielle de formation de la recherche au sein de l'entreprise. La cifre, c'est donc un thésard que vous prenez pendant 3 ans. Donc, il faut très bien le choisir. Donc, ce thésard, c'est donc un futur docteur. Donc, il va pouvoir vous l'affecter sur un des projets, sur des travaux de R&D. Donc, lui, il fera sa thèse là-dessus. Donc, il faut qu'il y ait effectivement un accord entre l'entreprise et le jeune thésard. Ce qui fait que vous avez une prise en charge. C'est vrai que c'est peut-être pas énorme, c'est que 14 000 € de subvention qui vous est accordée par l'ANRT, l'Agence nationale de la recherche et de la technologie. En revanche, là, si vous choisissez bien votre thésard, parce que c'est le chercheur qui va, comme je dis, un chercheur, il a la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Il cherche, c'est lui qui a l'imagination. Un ingénieur, lui, il pratique.
c'est au niveau des concepts, de la création, mais il ne va pas chercher. Le créatif, l'imaginatif, c'est le chercheur. Donc, essayez la cifre. Vous pourrez donc m'appeler, je vous dirai quelles sont la démarche pour avoir un thésard chez vous. Très bien, merci beaucoup. Quant à l'évolution de l'administration, ça évolue tout le temps. Nous, on aimerait bien avoir un peu de stabilité. C'est exactement le message ici, c'est-à-dire qu'effectivement, voilà, on aimerait bien un peu de stabilité. Ça restera toujours aussi complexe. Merci Marie-Léna. Y a-t-il une autre question? Merci pour votre présentation. Je suis intriguée par le fichier de temps. Comment vous avez optimisé, si jamais c'est une lourdeur pour votre personnel, comment vous faites pour que le fichier de temps soit efficacement rempli? Alors, il y a des relances, il faut être honnête. Hein. C'est effectivement, on a instauré une discipline, c'est-à-dire qu'au début, on leur a dit toutes les semaines, mais ça ne marchait pas, on relançait, ça ne marchait pas. Donc, du coup, on leur a dit, écoutez, à la fin du mois, donc il y a un rappel automatique dans les agendas qui dit, s'il vous plaît, renseignez le fichier temps. Et j'ai vraiment des gens qui sont hyper carrés. Eux, c'est à la semaine, presque, je dirais, à la journée, pour être sûr d'avoir déclaré correctement le temps passé. Alors, nous, on déclare par demi-journée ou journée. On ne demande pas non plus aux gens d'aller vraiment en dessous de 3 à 4 heures de travail. Hein. Donc, ce qui simplifie quand même le renseignement. Donc, ils mettent 0,5 ou 1, en fait, dans les cellules. Et effectivement, après, c'est surtout de la relance, de la discipline. Et on demande effectivement à tous les responsables des services de faire attention, de contrôler qu'effectivement, c'est correctement renseigné. Voilà. Mais ça passe par l'humain, ça c'est sûr. On a un outil, mais ça passe avant tout par l'humain et la discipline et le rappel des bonnes pratiques. Quoi. Y a-t-il une autre question là-bas au fond? Merci, bonjour, bonsoir, merci pour votre présentation. Je suis doctorante en génie civil au L2MGC, un laboratoire de CY. Je vais vous poser une question parce que vous avez parlé de partenariat que vous avez fait avec un doctorant. Je voulais vous poser la question, est-ce qu'il vous arrive souvent ou est-ce qu'il vous est déjà arrivé ou est-ce que vous envisagez de faire des partenariats avec des docteurs? Parce que souvent des entreprises, ils ne veulent pas s'associer avec des docteurs, ils voient la thèse comme quelque chose d'académique, plus un diplôme académique, etc. Est-ce que dans votre entreprise, vous pouvez vous associer avec des docteurs, vous travaillez avec eux sur des thématiques qui vous concernent? Merci. Merci. Oui, alors oui, en fait, je dirais dans l'entreprise, on n'a pas que des thésards, comme l'expliquait aussi madame, on en prend bien sûr au service innovation, parce qu'en fait, aujourd'hui, dans le service R&D, on prend beaucoup d'alternants, en fait. Hein. On prend beaucoup d'alternants qu'on embauche, généralement, c'est la philosophie de l'entreprise, hein, de pouvoir prendre des alternants ensuite qu'on va embaucher. Donc, c'est plutôt des ingénieurs hein, qui sont dans des écoles d'ingénieurs, que j'ai dit mécanique, électronique ou en génie industriel. Et au service innovation qu'on est en train de monter, donc là, c'est quelque chose aujourd'hui où on a 3 personnes qui sont dédiées avec un doctorant, donc le jeune docteur, effectivement, qu'on a embauché. Et on souhaite, effectivement, pouvoir prendre des doctorants, des thésards pour développer, effectivement, naturellement, ce service. Donc, la réponse est oui. Et on espère pouvoir en prendre un certain nombre sur des sujets dédiés qui, pour nous, sont des verrous technologiques. Quoi. Voilà. Y a-t-il une autre question dans la salle? Ah, mademoiselle dans le fond. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis doctorante à Siwa, je suis la collègue de Maïba. En fait, ma question, c'est par rapport à votre recrutement de doctorants. Est-ce que vous avez déjà des partenariats avec certaines universités où le recrutement se fasse directement avec eux, ou justement c'est ouvert comme appel pour candidater pour être recruté comme doctorant? Merci. Alors non, on n'a pas de partenariat privilégié. C'est vrai que quand on commence à établir un réseau, généralement les jeunes viennent toujours du même endroit, je dirais, il faut le dire, puisque nous, dans les alternants, on avait commencé avec une école et puis derrière, on en a eu plein derrière. Donc non, mais non, dans ce cas-là, non, on prend les candidatures de tout le monde. Il n'y a pas vraiment je dirais, d'université ou d'école privilégiée. Et je dirais qu'on en manque, en fait, au final.
Mais je pense que là, vous avez peut-être 2 jeunes filles qui cherchent à candidater parce que mais elles peuvent. l'orientation des questions. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non, bah, merci beaucoup Géraldine pour cette intervention. Alors donc là vous avez eu le témoignage des 2 entreprises, Marie-Léna en introduction pour vraiment on va dire faire le chapeau. Et là, on va passer à la chose, on va dire peut-être vraiment être dans le pratico-pratique, parce que quand on veut faire du CIR, on n'a pas forcément tous des laboratoires de recherche et développement dans nos entreprises. Donc là, on peut travailler avec des labos qui existent sur le territoire. Donc là, je vais passer la parole à Jérémy, qui va nous présenter l'un des dispositifs lancés dans le cadre du PUI. J'ai déjà le micro. Ah, tu es oui. Bonsoir à tous. Alors, c'est de l'autre côté. Alors, ce soir, je vais vous parler de Connecti, qui est une application de mise en relation entre entreprises et monde académique. Alors, tout d'abord, pour me présenter, donc, je suis Jérémy Demange, je m'occupe du développement des outils à CY Transfer. CY Transfer, c'est un peu la business unit de CY Cergy Paris Université. Donc, on a une équipe composée de 12 personnes. CY Transfer a été labellisé PUI, Pôle universitaire d'innovation, en juillet 2022, si je ne me trompe pas. Et en fait, les PUI ont pour objectif en fait d'accroître l'efficacité des dispositifs mis en place pour l'innovation. Ça va donc de la recherche partenariale jusqu'à la création d'entreprises et aussi une dimension création de deep tech. Donc on a un site web aussi qui présente le PUI CY Transfer. J'ai mis le lien juste en dessous. Donc dans le PUI, on a 4 cibles. On a les chercheurs, les entreprises, les étudiants et les startups. Avec 5 actions qui est d'incarner, coordonner, sourcer, rapprocher le monde académique et le monde industriel notamment, et démultiplier via la création de start-up. Donc là, il y a un petit tableau avec les différentes possibilités de partenariat que vous pouvez faire avec le monde académique. Donc ça va de l'obtention d'un produit, d'un service, de la prestation de service, jusqu'à l'acquisition d'une technologie pour une licence d'exploitation. Et aussi, ça va de la réponse à un appel à projet aussi. Vous retrouvez quelques exemples de projets donc, sur le site du PUI. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, le CY Transfer et le PUI CY Transfer est capable en fait, de mettre en relation des entreprises de toute taille avec des chercheurs, des laboratoires, des plateformes. Donc on peut les accompagner sur le dépôt d'un brevet, montage d'un projet CIFRE notamment. Et en fait, notre objectif dans le cadre du PUI, c'est de simplifier en fait, l'accès à ces ressources. Et pour ça, en fait, on a créé un outil qui est Connecti, qui est un outil qui permet de simplifier la mise en relation entre les entreprises et le monde académique. Et donc dans cet outil-là, vous pourrez en fait créer déjà votre compte et décrire un peu sur quoi vous travaillez. Et ça va vous donner en fait quelques résultats de chercheurs, de laboratoires, de brevets aussi. Et vous pouvez prendre contact en fait simplement avec ces acteurs-là. Je vais vous montrer via quelques captures d'écran ce que ça donne. Juste avant ça, comment ça fonctionne côté universitaire. Là, il y a un petit exemple de création de compte, mais côté chercheur. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on précomplète certaines informations des chercheurs qui sont déjà trouvables sur les annuaires en fait, de CY. Les chercheurs ont déjà complété ça, donc on les précomplète via l'outil Connecti. Donc voilà comment ça se passe. Ils précomplètent leur page pour simplifier la création du compte. Aujourd'hui, sont présents sur Connecti les chercheurs de CY Cergy Paris Université et aussi de CY Alliance, et prochainement du CEREMA et peut-être du CNRS par la suite.
Donc voilà, là j'ai mis le lien ici si vous voulez créer votre compte sur Connecti. Comment ça se passe? Une fois que vous avez créé votre compte, vous accédez à un tableau de bord. Et sur ce tableau de bord, on retrouve en fait les 3 grandes étapes, qui est la première étape de chercher un interlocuteur, ensuite la prise de contact, et 3e étape, l'accompagnement au montage d'un projet. Vous retrouvez aussi d'autres informations sur le tableau de bord avec l'agenda des événements les plus importants à venir, etc. Donc comment ça se passe dans l'onglet catalogue? Imaginons que vous êtes une entreprise qui souhaite faire de la R&D sur un projet qui va inclure de l'IA et de la robotique. Vous pouvez tout simplement écrire intelligence artificielle et robotique dans le champ recherche. Et ça va vous donner donc des résultats de laboratoire, de chercheurs et aussi de brevets. Si jamais il y a des brevets qui ont été déposés par un laboratoire dans ce sujet-là, vous pouvez aussi le trouver dans les résultats de recherche. Vous pouvez ensuite cliquer sur le profil d'un chercheur ou d'un labo et avoir la description du laboratoire. Si ça semble répondre à votre besoin, vous pouvez prendre contact directement avec le laboratoire. Et là, ça va déclencher en fait une prise de contact avec, là ici, comme on a pris en contact avec un laboratoire, ça va être le référent du laboratoire qui va être mis dans la boucle. Et également, il y aura dans la messagerie un membre de l'équipe de CY Transfer qui pourra aussi vous répondre aussi aux questions aussi bien du laboratoire que des vôtres également. Et s'assurer qu'aussi un contrat de NDA a bien été signé, notamment. Donc voilà. Sur Connecti, il y a aussi un onglet outils où vous pouvez retrouver justement, ça peut être des tableaux de calcul de coûts complets, ça peut être là ici un contrat de confidentialité que vous pouvez retrouver directement ici. Donc si vous êtes dans une entreprise, dans les paramètres, vous avez accès à un onglet qui est Mappage. Vous pouvez en fait compléter vos informations. Et ça permettra aussi que vous soyez disponible dans le catalogue pour que les chercheurs et que les laboratoires puissent également vous trouver. Et puis si vous avez des questions, il y a aussi un petit onglet d'assistance. Je peux vous répondre aussi à vos questions si vous avez des questions plus techniques sur l'outil. Également, il y a une application mobile qui va sortir de Connecti prochainement et sera intégré dans cette application mobile un outil de veille qui permettra en fait d'avoir des notifications si jamais un laboratoire a fait un nouvel appel à projet ou si un laboratoire a un nouvel équipement ou si un chercheur a publié un nouvel article scientifique, etc. Donc vous pouvez être tenu au courant via l'application Connecti qui est actuellement en mode test et qui sera en mode public d'ici le début 2026, début d'année prochaine. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire et je pourrai vous débloquer l'accès. Quelles sont les prochaines étapes de Connecti? Donc, tout d'abord, en fait, il y a l'alimentation constante. En fait, donc nous, on ajoute régulièrement des chercheurs, des nouveaux laboratoires. Et puis, j'en parlais aussi tout à l'heure, il y a l'application mobile qui va sortir prochainement. Mais voilà, il y a une alimentation qui se fait de manière continue sur les profils, sur l'ajout de profils de chercheurs et d'entreprises. Donc voilà pour Connecti. Également un autre petit mot sur le portail de l'innovation, qui est le site du PUI CY Transfer. Et vous pouvez retrouver aussi d'autres informations, notamment dans nos ressources. Vous pouvez retrouver les fiches labos, pour avoir toutes les informations sur les labos qui rentrent dans le cadre du PUI, donc pas que CY, mais il y a aussi des fiches labos du CEREMA qui sont inclus. On a aussi un onglet entreprise dans lequel vous avez aussi accès à un tableau. Alors je ne sais pas si je l'ai mis, je ne l'ai pas mis, mais vous avez accès en fait à une frise chronologique. Ça va de l'étape de l'idéation jusqu'à jusqu'à la mise sur le marché. Et sur cette frise-là, en fait, donc c'est par rapport au TRL en fait.
si jamais il y a un besoin au niveau de la création, etc., vous pouvez vous repérer par rapport à la frise chronologique et voir les aides qui sont proposées par rapport à telle étape. Donc voilà pour cette petite présentation. N'hésitez pas à créer votre compte sur Connecti, à me faire un retour et à me contacter si besoin. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je voudrais savoir, géographiquement, c'est sur le département? C'est étendu en fait sur le périmètre du P8. Donc pour le moment, c'est CIWAY Alliance. Le CEREMA, alors le CEREMA c'est un organisme national, donc en fait il y aura des chercheurs qui vont être de partout en France. Donc pour l'instant en fait on le déploie sur le périmètre du P8 et on aimerait bien après le déployer de manière nationale. C'est donc au niveau du monde académique, CIWAY Alliance, CEREMA, CNRS, Erganeo, et il y en aura peut-être d'autres qui vont arriver par la suite. Il n'y a pas de limite géographique? Non, il n'y a pas de limite géographique. Non. Non, pas pour les entreprises. Vous n'avez pas accès à tous les labos. Il y a pas de en fonction des membres fondateurs du P8. Donc effectivement, le CEREMA est partenaire du P8 de Cergy. Vous prenez la SAT Erganeo, ils sont partenaires, eux, de 4 P8, donc ils ont accès aux autres. Mais le CEREMA a des labos un peu partout en France. Donc vous avez accès à ça. Par contre, les labos, vous avez juste accès aux labos de CIWAY Alliance, de l'USPN bientôt, et d'autres labos qui sont en train d'arriver dans le partenariat. C'est ça. Merci. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, est-ce que l'application est disponible pour d'autres étudiants, doctorants hors France, etc. Est-ce que c'est possible de télécharger l'application lorsqu'on n'est pas en France? Là, je parle beaucoup pour les doctorants qui peuvent se retrouver en situation de co-tutelle et qui rentrent dans leur pays, qui rentrent dans l'université de co-tutelle, ou même qui partent dans d'autres pays où ils font leur co-tutelle. Est-ce qu'étant dans ces pays-là, ils peuvent jouir de l'application? Je n'ai pas tout entendu, mais est-ce que les doctorants et les étudiants peuvent s'inscrire aussi à Connecti, c'est ça? Ouais. Globalement, étant hors France, lorsqu'ils ne sont pas en France. Et pas seulement qu'en France. Ouais. Pour l'instant, l'inscription se fait pour les chercheurs, pour les établissements et pour les entreprises. Mais ce n'est pas encore ouvert aux doctorants, mais on va sans doute l'ouvrir prochainement. Peut-être. Non. Est-ce que tout est clair pour vous? Pour les entreprises oui. qui se connectent, oui. par rapport à la plateforme, il y a exactement... la question par rapport à l'enregistrement. Donc, par rapport aux entreprises, moi, je suis une start-up qui est La Turbine. J'ai un projet de RT Innovation. Donc, je cherche un laboratoire spécialement dans cette atmosphère. Vous pouvez créer votre compte. Allez dans le catalogue, vous mettez quelques mots-clés en fait, de ce sur quoi vous travaillez. Ça va vous donner les résultats de laboratoire, de brevet ou de chercheur. Et si jamais vous voulez être mis en contact avec un chercheur ou un labo, vous pouvez... D'accord, donc vous êtes seulement l'intermédiaire, il n'y a pas de toute façon un compte à créer ou payer à ce compte-là pour que ça sera l'intermédiaire? Non. Ok. Oui, le profil de l'entreprise, oui, il faut le créer, ok. Et après, donc une fois que vous avez fait une demande de mise en relation, il y a l'équipe de CIWAY Transfer qui est là aussi, et on peut aussi vous réorienter vers un autre laboratoire aussi par la suite, ou si ça ne correspond pas aux besoins. Bonne chose, voilà. Mais on est dans la boucle aussi. Merci. Merci à vous. Du coup,
merci à tous. Ça se termine en tout cas sur les interventions. Donc merci à chaque intervenant de tout ce que vous avez pu apporter en termes de témoignages, d'informations sur cette soirée. On sait que c'est des sujets qui intéressent beaucoup les entreprises puisque ce sont des leviers pour le développement. Ce que je vous propose maintenant, c'est de nous rejoindre. En fait, il y a un petit cocktail qui vous attend pour pouvoir continuer à échanger avec les intervenants sur un moment convivial. Et j'ai quand même une information importante à vous donner. S'il y en a parmi vous qui se sont garés dans les parkings souterrains, il faut sortir les voitures avant 20h parce qu'en fait, ça ne va plus s'ouvrir. Là, il doit y avoir plein de places devant l'université. Mais voilà, si jamais vous avez votre voiture qui est en parking souterrain, il faut mieux aller la garer devant pour ne pas passer la nuit ici. Voilà. Et du coup, l'équipe arrive pour clôturer en tout cas cette partie intervention et on sera vraiment très content de continuer les discussions avec vous. Si vous avez encore besoin de revoir toutes les interventions, elles ont été diffusées en live sur le LinkedIn des Tech Days et elles seront disponibles dès maintenant, hein, Sylvain, si je ne me trompe pas, sur la chaîne YouTube des Tech Days. Pardon ? Les slides, pardon. Ah bah oui. Pardon. Bah oui, pardon. Voilà. On a le prochain rendez-vous des Tech Days, donc c'est le 4 novembre. Ça sera à Herblay-sur-Seine et on sera sur une thématique plutôt, qui est un peu dans l'air du temps, qui est sur comment on recrute la nouvelle génération aujourd'hui et comment on arrive à les garder au sein de nos entreprises. Et du coup, effectivement, ce que je disais après, c'est que vous pouvez retrouver donc tous les anciens Tech Days et la Tech Days d'aujourd'hui sur les médias des Tech Days. Un immense merci à Sylvain qui est toujours présent pour nous accompagner avec toute sa technique. Voilà. Et puis on vous donne rendez-vous du coup au mois de novembre. Ouais, c'est ce que je disais. Voilà. Continuer les échanges et aller chercher toutes les informations pour savoir comment faire du CIR et ne pas se faire épingler par l'administration fiscale surtout. Voilà. Et n'hésitez pas à créer votre compte sur Connecti pour pouvoir travailler avec nos laboratoires de recherche qui sont très nombreux sur le territoire quand même. Voilà. On espère vous revoir le 4 novembre sur Valparisis. Donc on va changer d'agglomération. Mais sur un sujet qui, je pense que pour beaucoup de chefs d'entreprise, est un casse-tête, le recrutement. Et je pense que Géraldine en a parlé rapidement tout à l'heure. Mais c'est une thématique, je pense, qui va mobiliser des foules. Merci à tous et on se retrouve à côté pour continuer les échanges. Belle soirée.